C'est l'heure de l'entretien. Comment réussir en politique? Eh bien, notre invité a la réponse. Bonjour Pierre Connaissant. Bonjour. Vous êtes énarque, vous êtes historien, vous avez été haut fonctionnaire pendant 30 ans. Et vous avez beaucoup d'humour et votre livre n'en manque pas car il s'intitule « Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé ». Et vous commencez votre livre par un théorème. Alors je vais le lire ce théorème parce qu'il est intéressant. L'art de la non-décision consiste à se préserver avec assurance, détermination et méthode, de toucher à toute réforme inévitable pour la léguer aussi intacte que possible à son successeur. Donc voilà, ainsi va la vie politique depuis 30 ans. Et alors ce théorème, c'est le théorème de Bartleby. Alors j'ai envie de vous demander, c'est qui celui-là ? J'ai pris ce nom parce que c'est une petite essai de Melville, l'écrivain américain. Herman Melville. Herman Melville, oui. Qui, vers la fin de sa vie, a eu envie d'écrire cette histoire de ce personnage qui refuse avec méthode et constance et beaucoup de gentillesse de faire quoi que ce soit, qui est employé comme employé des écritures chez un notaire, et qui en fait pratiquement meurt dans son bureau après avoir refusé de le quitter alors que l'étude de notariat était partie, etc. Donc c'est une espèce d'inaction que je trouve très caractéristique de la vie politique française parce que au début, quand Bartleby est recruté, c'est un homme plein d'enthousiasme et entreprenant, etc. Un peu comme nos hommes politiques quand ils sont jeunes, débutants et qui sont dans l'opposition surtout. Et puis qui, au fait, progressivement, si vous voulez, accoutume tout le monde au fait qu'il ne fait rien. Voilà. Donc c'est une espèce de paradoxe, mais référence à un grand auteur. Alors, vous dites, surtout, il faut empêcher le réformateur d'agir. Pourquoi ? C'est le pire ennemi de la politique, le réformateur, en fait. Le pire ennemi de la classe politique. Hein. Oui. Moi, je suis parti d'un constat, c'est-à-dire, je me disais, quand j'étais haut fonctionnaire, que je trouvais toujours désespérant que beaucoup de dossiers de réforme qui étaient finalement entretenus, abondés, remis à jour régulièrement par l'administration n'aboutissent jamais avec aucun parti politique. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les politologues étudiaient en général la décision, et en fait, il fallait créer un nouvel objet de science politique qui était la non-décision, puisque finalement, c'était plutôt ça le mode d'action le plus constant dans notre vie politique. Et effectivement, quand on fait ce relevé de dossiers, si vous ne l'avez jamais résolu, on se dit, ben oui, effectivement, c'est un principe d'action. Et il y a quelque chose qui masque cette non-action, c'est la communication. La sacro-sainte communication politique, les spin doctors. Et ça, c'est très pratique, la communication. Il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que mon ouvrage était surtout destiné à expliquer un espèce de paradoxe de la vie politique française, c'est que l'homme politique français le plus populaire, si vous voulez, chez les Français, reste Jacques Chirac. Or, il est impossible de dire quelle est la grande réforme qu'a lancée Jacques Chirac. Bon, excepté la réforme du service militaire, mais enfin... C'est l'immobilisme, selon vous, Chirac, c'est celui qui... Mais l'immobilisme avec élégance, ce que ne réussit pas à faire, si vous voulez, notre président actuel. Donc il y a bien effectivement une question de méthode. Et ça, c'est la méthode qui m'a intéressé. Autant Chirac restait à une espèce de niveau assez élevé de popularité, autant notre président actuel touche le fond. Et donc je me suis bien dit, il y a une question de technique, si vous voulez. Ouais. Alors vous citez le cas de la communication, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a une technique qui est utilisée par tous les hommes politiques, c'est la subvention. La subvention, c'est un couteau suisse. Vous en faites ce que vous voulez. Et ça présente un avantage énorme. C'est que d'abord, vous calmez les revendications. Vous laissez derrière vous une dette. Personne ne connaît le montant de la dette. Il suffit que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui fasse le calcul. Mais on n'a jamais un indicateur qui tourne, si vous voulez, avec le montant de la dette, comme il y en a des fois, vous savez, sur Times Square aux États-Unis, où vous avez le montant de la dette qui s'affiche régulièrement. Donc, la subvention est instantanée, la dette est différée. Ouais. Bon, donc vous avez des techniques comme ça. Voilà, on verra après. Bon, on laissera au successeur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, parce que si on remet ça dans le contexte politique actuel, aujourd'hui on a un président qui veut cette dette, il veut l'empêcher de continuer à prospérer parce qu'elle prospère depuis 30 ans, donc il fait cette politique de l'offre. Et les fameux frondeurs veulent la politique de relance, c'est-à-dire ce qu'on a fait pendant 20 ans. Est-ce que vous ne craignez pas que, alors que Hollande, malgré tout, veuille réformer, eh bien on dit, si dans 3 ans il n'a aucun résultat, eh bien ils avaient raison, les fameux frondeurs. Et ça recommencera, et on recommencera à creuser cette dette. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois que l'analyse doit être une analyse de méthode de fonctionnement politique. L'important n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. La stratégie d'un homme politique, c'est sa réélection. Donc son échéance temporelle, si vous voulez, c'est 2 ans ou 4 ans selon la nature du mandat qu'il détient. Et donc la question est-ce que le réformateur risque de nous faire perdre les élections? C'est ça la méthodologie. Donc
Ce qui est très intéressant dans la vie politique française, c'est que le réformateur, celui qui a véritablement l'intention de toucher au fond des sujets, comme par exemple le Premier ministre actuel, est tué par son propre camp, parce que c'est lui qui fait prendre des risques. En politique, c'est un peu paradoxal, mais on connaît ses ennemis, c'est-à-dire on sait qu'ils sont en face de vous. Celui qui peut vous planter un couteau dans le dos, c'est votre ami politique, c'est celui qui est à côté de vous, parce qu'il vise les mêmes postes, il est dans la même barre que vous. Et donc on peut se méfier de ses amis. Ah, en politique, moi je l'ai plus appris. Que de ses ennemis. Ah oui, absolument. Ouais. Et c'est vrai que l'histoire montre que tous les réformateurs ont été tués par leur propre camp. Mendès France a été tué par Edgar Faure, Rocard a été tué par Mitterrand, Barre a été tué par Chirac, etc. etc. Donc on a des exemples très caractéristiques de moments où c'est le même camp politique qui voit apparaître un rival dangereux, qui fait prendre un risque au camp parce qu'il risque de faire perdre les élections, éventuellement qui risque d'être le candidat désigné. Oui, alors qui va tuer Valls, là ? Écoutez, moi je crois qu'il y a les frondeurs d'une part. Donc ceux-là vont effectivement saboter au fur et à mesure toutes ces mesures d'économie. Et comme on est dans une période d'austérité, donc il y a beaucoup d'économies à faire, il suffit de choisir le sujet, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, qu'est-ce que, à votre avis, cette politique aujourd'hui, vous en faites le constat d'ailleurs dans votre livre qui est très amusant, qu'est-ce que, dans le fond, il faudrait faire ? Est-ce que c'est un problème de système politique ? C'est une question, est-ce que c'est l'administration ? Est-ce qu'il faut tout réformer ? Aujourd'hui, la solution, elle est où pour arrêter de tourner en boucle ? Écoutez, vous me posez tout simplement le problème de la réforme de la société française. En gros, si vous voulez que je vous réponde en 10 secondes. Donc en gros, vous avez effectivement ce fonctionnement politique qui est incontestablement un problème grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. On voit bien que la prééminence, si vous voulez, des anciens hauts fonctionnaires est quand même très dominante dans toute la catégorie des élus. Deuxième chose, vous avez une certaine viscosité administrative qui est quand même très fortement structurée par les grands corporatismes professionnels, les énarques, mais aussi le corps des mines, le corps des ponts, etc. etc. Vous avez un fonctionnement de l'administration qui est quand même très paradoxal, puisque finalement, on a une administration dans laquelle il vaut mieux être contrôleur qu'acteur. C'est quand même une originalité. Et on peut même être contrôleur sans jamais avoir été acteur, ce qui est quand même une performance, une grande performance. Et puis, encore une fois, par exemple, pour prendre la sanction, si vous voulez, de l'administration, le tribunal administratif auquel j'ai appartenu pendant un temps ne peuvent sanctionner qu'une action, jamais une non-action. Vous voyez ce que oui, très bien. Bon. Et puis, évidemment, il reste la responsabilité du corps social quand même, parce que quand on voit la pérennité de certains hommes politiques dont on sait qu'ils ont tapé dans la caisse, dont on sait qu'ils ont fait des malversations, etc., on se dit finalement, les Français ont-ils véritablement envie que cette société se réforme ? Alors à un moment, effectivement, il y a un chapitre où vous racontez tous ceux qui ont été mis en examen, qui ont, pour certains, qui ont été lourdement condamnés et qui sont réélus des années après. Or, le réformateur, effectivement, la différence avec le réformateur, c'est qu'il arrive jamais à aller jusqu'au bout. On l'a vu pour Mendès, vous l'avez rappelé, Rocard, etc. Donc, on a plus qu'à se mettre une balle dans le crâne ou... Écoutez, moi, c'est une question que je me pose à la fin du livre, c'est-à-dire est-ce qu'on est effectivement dans une période où la réforme a une chance de réussir ou est-ce qu'on est entré dans une période de décadence ? Vous savez, la paradoxe de la décadence... Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de notre système, justement, et que ça doit forcément changer ? Ça doit forcément changer, simplement vous êtes comme moi. Vous savez, combien de fois vous avez entendu dire dans vos interviews politiques « ça ne peut plus durer ». Et puis le même sujet revient 10 ans, 15 ans, 20 ans. Or, ça dure. Bon, prenons l'exemple de la Corse. On sait depuis 40 ans que la réforme de la Corse devrait supprimer toutes les dérogations corse. C'était la conclusion d'un rapport qu'avait demandé Michel Rocard à l'époque où des fonctionnaires français demandant à être affectés en Corse parce qu'ils étaient corses d'origine demandaient une prime nationalité. C'est-à-dire qu'ils avaient non seulement le beurre, mais en plus l'argent du beurre. Et Rocard, qui était assez astucieux, avait demandé un rapport à un inspecteur des finances qui avait conclu que la meilleure solution pour la Corse, c'était de supprimer toutes les dérogations législatives et réglementaires en Corse. Alors d'un seul coup, la revendication s'est arrêtée. Donc on est, vous voyez, face à ce genre de situation, c'est-à-dire que la réaction du corps social devrait être absolument essentielle. Or, je ne la vois pas apparaître. Encore une fois, parce qu'il y a une espèce de compromission locale. On se dit qu'après tout, si un homme politique tape dans la caisse, ça prouve qu'il sait faire. Ça prouve une espèce si vous voulez, de regard complice vis-à-vis de ce genre de choses. Alors, je voudrais quand même lire les petites formules incantatoires à éviter. Nous allons faire payer les riches. Bon, ça, c'est François Hollande. La croissance sera de retour au trimestre prochain. On voit le bout du tunnel, Jacques Chirac. Tous les indicateurs sont au vert, Pierre Mauroy. La rigueur n'est qu'une parenthèse, la fameuse parenthèse, Lionel Jospin, elle n'était pas enchantée. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, François Hollande. Alors, vous, effectivement, à la fin, puisque comme son nom l'indique, c'est manuel de survie en milieu politique, mais avec exercice politique pratique corrigé. Qu'est-ce qu'il faut corriger ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple ? Écoutez, par expérience, j'ai pris 2 cas de processus pour éviter un réexamen. Le premier, c'est un télégramme diplomatique sans objet. C'est-à-dire,
Tout le monde constate aujourd'hui que la France est un pays de moyenne impuissance. Bon. Or, on a un système diplomatique qui continue à raconter au ministre, pour des raisons d'ailleurs à la fois d'ego du ministre et en même temps de satisfaction de carrière, parce qu'un ambassadeur ne veut pas écrire à son ministre, personne ne s'intéresse à ce que vous allez raconter. Donc le processus du télégramme diplomatique, c'est de dire, en argumentant sur des thématiques assez simples, le monde entier attend votre point de vue sur cette crise. Donc il est inutile de préciser la crise. Ça peut être la guerre de la morue, ça peut être la sortie d'Afghanistan, ça peut être la crise financière. Mais il faut dire à son ministre, le monde entier attend la position de la France. Bon, ben voilà, après tout, vous l'utilisez, vous n'avez qu'à changer le titre, les dates, et puis vous demandez. Et j'ai pris un deuxième exemple, qui est un exemple récurrent dans la vie politique française aussi, qui est la question des grands programmes d'armement. Ouais. L'intérêt des grands programmes d'armement, c'est que ça a une durée de vie très longue, beaucoup plus longue qu'une vie politique, puisque ça dure sur 30, 35 ans, 40 ans pour certains. Et donc, la question, c'est comment arriver à faire passer un programme qui va en fait engager plusieurs législatures. Alors, première étape, vous faites un programme qui est évidemment un besoin militaire. Mais vous êtes obligé de sous-évaluer le devis, puisque vous ne savez pas quel est le coût complet du programme, une fois qu'il sera terminé. Bon. Ensuite, vous avez une adaptation nécessaire du programme, puisque de toute façon, l'évolution militaire fait que. Bon. Donc, vous expliquez, par exemple, que des technologies essentielles sont conditionnées par l'issue de ce programme. Bon. Ensuite, vous expliquez que si on l'abandonne, les Américains avançant, on va perdre pied. Ensuite, vous expliquez que le supprimer va coûter plus cher que le poursuivre va coûter moins cher que de le supprimer. Et ainsi de suite. Donc, comme chaque ministre ne prend qu'un tout petit morceau de la décision, au bout du compte, vous trouvez qu'un avion est vendable. Et on pense évidemment à un avion. Un avion. Merci en tout cas, Pierre Conessa. Alors surtout ne rien décider. Manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est vraiment très drôle. Parler de choses sérieuses avec beaucoup d'humour. Merci en tout cas d'être passé sur France 24. Et on se retrouve très vite sur France 24.